Bonsoir à tous. Merci d'être venus si nombreux pour cette soirée de l'Agora des Savoirs. Donc aujourd'hui, on reçoit Nicolas Allard, qui est donc venu nous présenter son dernier livre, qui s'appelle Star Wars, un récit devenu légende, conflit, passion et trahison, la saga décryptée. Donc avec une actualité brûlante, puisque le tout dernier film de Star Wars vient de sortir il y a quelques jours. Donc je suis sûre que vous avez tout ça en tête. Donc, je vais commencer par présenter très rapidement Nicolas Allard et puis son livre, et puis nous aurons le plaisir de l'écouter pendant une petite heure avant d'écouter vos questions et vos remarques. Donc, Nicolas Allard est agrégé de lettres modernes. Il est professeur en classe préparatoire littéraire et scientifique. Il est docteur en lettres. Il a fait sa thèse sur le récit court stendhalien. Et donc il a rédigé cet essai sur Star Wars, et il travaille actuellement sur un autre essai sur Game of Thrones, mais qui sortira, on ne sait pas encore quand, mais on l'attend avec impatience. Et donc cet essai sur Star Wars, son approche et ce rapport entre la littérature et ses films. Alors évidemment, Star Wars, c'est un univers fictionnel qui est très inspiré du space opéra, des pulps dans les années 30-40, mais aussi de beaucoup d'archétypes littéraires du type le chevalier, la princesse, etc. Donc il y a une filiation assez directe, je dirais, avec la littérature, mélangée avec évidemment beaucoup d'autres influences. Mais ce qui va vous intéresser, vous, davantage dans cet ouvrage, c'est vraiment une approche littéraire en termes de récit. Qu'est-ce qui fonctionne, quelle est la cohérence de ce récit à travers l'ensemble de ces films. Et du coup, dans votre livre, vous traitez de chacun des films, chaque chapitre traite d'un film, et comme ce qui vous intéresse finalement, c'est vraiment justement le récit, vous allez le faire à travers l'ordre justement de l'histoire et non pas l'ordre de diffusion des films, et vous traitez aussi de ces histoires à partir de notions qui sont littéraires, comme par exemple la question du héros, la question de l'ellipse aussi, dont vous parlez beaucoup dans votre livre. Donc voilà, je n'en dirai pas plus, nous allons vous écouter, et puis ensuite on passera aux questions. Très bien, je vous remercie. Merci. Alors tout d'abord, bonsoir à tous. Je suis très heureux d'être ici ce soir avec vous à Montpellier. Je remercie Régis Penalva et l'Agora des Savoirs de m'avoir invité. C'est pour moi un grand plaisir de venir vous parler des rapports entre Star Wars et la littérature. Alors, je vais vous proposer donc une conférence d'une petite heure qui comportera un certain nombre de chapitres, avec à chaque fois une question précise à laquelle donc, je m'efforcerai de répondre. Je vais commencer par un préambule, et pour ce préambule, j'aimerais partir de la citation suivante. Citation donc d'un professeur en sciences de communication et sciences humaines américain qui s'appelle Camille Paglia, et qui a déclaré en 2007 « Il n'y a aucune raison pour qu'une grande saga cinématographique ne puisse pas être l'équivalent d'un livre ». Donc elle a fait cette déclaration lors d'un documentaire tout à fait intéressant que je vous recommande, qui s'appelle donc Star Wars, les origines de la saga, et qui a été réalisé en 2007 par Kevin Burns. Il est possible de consulter ce documentaire librement, notamment sur le site d'Arte ou sur YouTube. Alors, cette affirmation-là, pourquoi est-ce que je vous propose effectivement de commencer la conférence par celle-ci? C'est parce qu'elle laisse entendre que la guerre des étoiles pourrait être appréhendée comme une œuvre littéraire. Et les raisons d'un propos aussi fort sont en réalité nombreuses. Elle relève pour une très large part des sources d'inspiration de George Lucas. On sait que le créateur de Star Wars s'est inspiré dans son écriture de la saga des mythes du monde entier, mais aussi de la littérature. On pense notamment à l'œuvre de Tolkien, et plus particulièrement à sa trilogie du Seigneur des Anneaux. Cette influence est perceptible dans l'épisode 4, Un nouvel espoir, dont la trame narrative évoque certains aspects du livre La communauté de l'anneau, mais aussi dans le titre de l'épisode 6,
Le Retour du Jedi, qui renvoie pour sa part au Retour du Roi, lui aussi dernier acte de sa propre trilogie. Plus que bon nombre de réalisateurs américains de sa génération, George Lucas s'est rapidement distingué par son appétence pour le récit, mais aussi pour la création d'univers fictifs. S'il a créé seul la trame narrative de la Guerre des Étoiles, il fut également à l'origine de la création des aventures d'Indiana Jones. Il n'est dès lors pas anodin de noter que de grandes figures du cinéma hollywoodien, comme par exemple Harrison Ford ou Steven Spielberg, aient présenté George Lucas comme un conteur. On voit donc que George Lucas, d'emblée, a un certain intérêt pour les histoires, et notamment pour les belles histoires. Alors, quelles sont ces sources d'inspiration, si l'on s'intéresse à celles-ci de manière détaillée? Eh bien, elles sont multiples. On sait que Lucas a voulu, avec la Guerre des Étoiles, proposer une adaptation très personnelle de films et de séries télévisées dont il était friand pendant son enfance et son adolescence. Et Claire Cornillon, qui a effectué la présentation de mon ouvrage, en a parlé précédemment. On peut notamment citer les films de Cap et d'épée d'Errol Flynn, qui est donc un grand acteur australo-américain. Et notamment, une des sources d'inspiration de George Lucas a été le film Les Aventures de Robin des Bois. Mais on peut également citer la série télévisée Flash Gordon, qui a été diffusée entre 1954 et 1955, lorsque George Lucas avait alors 10 ans. Ces films et séries présentent tous deux le point commun d'être des récits d'aventure, genre qui tire lui-même son origine du roman d'aventure, dont l'âge d'or s'étend des années 1850 aux années 1940, et dont l'écrivain français Jules Verne est la principale figure de proue. L'aventure s'avère être en effet au cœur de la trilogie originale de Star Wars. Le parcours personnel de Luke Skywalker est l'illustration de ce que les Allemands appellent le Bildungsroman, à savoir le roman de formation. Un jeune homme naïf, ignorant, mais bon, épris d'idéaux, se découvre une destinée plus grande qu'il ne pouvait l'imaginer et devient, au gré d'aventures diverses, un homme accompli et un héros légendaire. Si le récit d'aventure est donc une source d'inspiration forte dans la composition de la Guerre des Étoiles, il n'est toutefois pas la seule. Il convient en effet d'évoquer l'influence décisive de Joseph Campbell, célèbre professeur et mythologue américain, auteur de 2 ouvrages qui firent date, Le héros aux 1001 visages et Puissance du mythe, Le héros aux 1001 visages ayant été publié en 1949. Quant à Puissance du mythe, il s'agit d'un texte qui a été publié de manière posthume en 1988. Au cours de sa formation universitaire, George Lucas a suivi les cours de Joseph Campbell et fut considéré par ce dernier comme le meilleur étudiant qu'il ait jamais eu. Lucas a retiré de la fréquentation intellectuelle de Campbell un grand nombre d'enseignements sur la manière de composer une histoire et des personnages héroïques. Le postulat principal de Campbell est le suivant. Les mythes, malgré leurs indéniables différences culturelles, donnent en réalité toujours à entendre un même schéma héroïque. Campbell estime ainsi que les qualités du héros, mais aussi son parcours, dépendent de constantes à valeur universelle. Le chemin emprunté par le héros présenterait ainsi plusieurs étapes identifiables et récurrentes. Si l'on s'en tient à un seul exemple, on peut notamment évoquer le fait que le jeune héros est souvent amené à rencontrer, au début de son parcours initiatique, un personnage relativement âgé, figure de sage qui lui prodiguera un enseignement et lui apportera des conseils absolument essentiels. C'est ce que l'on observe précisément dans l'épisode 4 de Star Wars, intitulé « Un nouvel espoir ».
C'est en effet par sa rencontre décisive avec le personnage d'Obi-Wan Kenobi que Luke Skywalker acceptera pleinement la destinée héroïque qui sera la sienne. C'est grâce à ce vénérable Jedi que le jeune homme aura une meilleure connaissance de son passé, ce qui lui donnera la possibilité d'exploiter pleinement le fantastique potentiel qui est le sien. Les travaux de Campbell ont non seulement amené George Lucas à s'intéresser à la figure du héros, mais ils lui ont de manière plus générale donné une réelle appétence pour les mythes du monde entier. Ainsi, Lucas s'est beaucoup inspiré des mythes et du folklore japonais dans la création des Jedi. Mais son inspiration ne s'en tient jamais à une seule et même source. On peut, de fait, la qualifier de syncrétique. George Lucas a en effet repris un certain nombre de codes relevant de la période médiévale européenne pour créer la caste si particulière des Jedi. Le roman de chevalerie, initié au XIIe siècle par l'écrivain français Chrétien de Troyes, a été une source d'inspiration majeure, à tel point d'ailleurs que la trame narrative si particulière du récit de l'attaque des clones, de l'épisode 2, s'inspire de ce que Chrétien de Troyes, plusieurs siècles auparavant, a pu mettre en place avec Perceval ou le Comte du Graal. Comme dans le texte de Chrétien de Troyes, si l'on se réfère à l'attaque des clones, deux chevaliers partagent la première place de l'intrigue. L'un, Anakin, vivant des aventures de nature spirituelle, tandis que l'autre, Obi-Wan, vit des aventures de nature matérielle. Et l'on retrouve la même chose dans le Comte du Graal, puisque Perceval vit des aventures spirituelles, alors que Gauvin, pour sa part, vit des aventures davantage matérielles. Mais Lucas, si l'on revient aux Jedi, s'est également appuyé sur l'Antiquité romaine pour définir la philosophie de ces moines armés. Les Jedi ont ainsi une vision du monde qui s'avère très proche de celle des stoïciens, en ce qu'ils considèrent notamment la majeure partie des passions comme dangereuses. En somme, les Jedi sont bien des chevaliers, mais appartenant à plusieurs cultures et à plusieurs périodes de l'histoire de l'humanité. Ce syncrétisme leur confère une originalité, mais aussi, voire surtout, une universalité aux yeux des différents spectateurs. Le cinéma et l'histoire ont bien entendu, eux aussi, été des sources d'inspiration de premier ordre pour George Lucas. On sait, pour ne s'en tenir qu'à ces seuls exemples, qu'il s'est beaucoup inspiré, dans son écriture de l'épisode 4, des productions du réalisateur japonais Akira Kurosawa, et plus particulièrement de son film La forteresse cachée, sorti en 1958. On sait également que l'Allemagne nazie a grandement influencé la création de l'Empire galactique. Si donc cinéma et histoire revêtent une importance capitale dans la constitution même de la guerre des étoiles, force est de constater, comme nous venons de le montrer, que les mythes et la littérature ont eu un rôle décisif dans la création narrative de la saga. On peut, à la fin de ce préambule, citer à ce propos le très beau livre de Mary Anderson, Star Wars, la magie du mythe, ouvrage dans lequel elle cherche à montrer les différentes références mythiques contenues dans les films. Nous nous bornerons ici essentiellement à proposer une analyse littéraire de ce récit légendaire qu'est la guerre des étoiles. Alors, la première question à laquelle j'aimerais répondre est la suivante. Pourquoi une étude littéraire de la guerre des étoiles ? Star Wars est un univers fictif qui s'étend sur un grand nombre de supports divers. Les films cinématographiques, et nous savons tous, on ne peut échapper à cette actualité que l'on s'intéresse ou non à la saga, que les derniers Jedi sont sortis il y a maintenant une semaine. Donc c'est le premier support que l'on peut noter pour cette saga. Mais il y a également
des séries télévisées, notamment la série The Clone Wars. On peut également citer les romans, un roman comme Riposte par exemple, mais il y a de nombreux romans qui portent sur la saga Star Wars. Il y a également des bandes dessinées, des jeux de société et des jeux vidéo. Si ces supports présentent entre eux des différences parfois très importantes, en ce qu'ils ne relèvent pas toujours du même domaine artistique, ils ont pour point commun d'être tous associés à l'idée même de fiction et plus spécifiquement encore à celle de récit. Les jeux de société et les jeux vidéo consacrés à la saga sont en effet très souvent scénarisés, comme c'est du reste le cas avec Star Wars Battlefront 2, sorti très récemment. Dans ce jeu vidéo, on incarne Iden Versio, officier impérial, dans des aventures situées entre l'épisode 6 et l'épisode 7. Il existe, depuis le rachat de la franchise par Disney en 2012, une volonté de rendre l'ensemble de ces supports narratifs parfaitement cohérents entre eux. Ainsi, que l'on regarde un film, une série, qu'on lise un livre ou que l'on joue à un jeu vidéo, on est désormais censé avoir le sentiment d'être toujours confronté à une même histoire globale. Toutes les productions artistiques ayant obtenu l'accord de Disney sont en effet considérées comme officielles. On dit alors qu'elles sont canon. Il s'agit du terme officiel spécifique qui est alors employé. Si les films demeurent la réalité principale de la saga Star Wars, les autres productions relèvent dès lors de ce que l'on appelle l'univers étendu. Il s'agit en somme de proposer un complément à la fois narratif et descriptif aux films sortis au cinéma. On laisse ainsi entendre que l'univers représenté sur grand écran est suffisamment riche pour ne pas se limiter au seul domaine cinématographique. La notion même d'univers étendu suppose bien entendu une hiérarchie, ce qui se fait en faveur des films. Ceux-ci sont la base même de la saga, et les autres productions viennent a posteriori apporter leur propre pierre à l'édifice. Mais les fondations de la maison Star Wars sont bel et bien les films. C'est la raison pour laquelle la majeure partie des études et essais publiés jusqu'alors sur la saga se focalisent sur les films. J'ai décidé de procéder de même sorte lorsque m'est venue l'idée d'écrire cette analyse littéraire sur Star Wars. Alors pourquoi une telle étude ? En tant qu'inconditionnel de la saga depuis l'adolescence, j'avais été amené à lire un nombre important de textes théoriques consacrés aux différents films. J'avais pu noter que le cinéma, la philosophie, l'histoire, la géographie, la science et même la psychanalyse s'étaient servis de leurs outils propres afin de chercher à étudier au mieux ce phénomène culturel mondial et intergénérationnel. Or, la littérature, en tant que science humaine, était curieusement absente de ce panorama d'études. Cela pouvait sembler d'autant plus surprenant que la saga, comme je l'ai précédemment montré, a des origines littéraires tout à fait évidentes. En outre, on sait que l'univers étendu s'est très vite appuyé, et continue du reste de le faire, sur le genre littéraire du roman. Si les séries animées The Clone Wars ou encore Star Wars Rebels ont une assez bonne audience, les récits littéraires sont souvent plébiscités par les fans de la saga. Étoile perdue ou encore Lien du sang, deux romans récents de l'écrivain américain Claudia Gray, sont considérés comme des réussites narratives par une grande partie des fans de la saga. La référence littéraire est même explicite dans le tout dernier film, Les Derniers Jedi, puisque des livres sont présents sur l'île d'Acto, sur laquelle se trouve Luke Skywalker
et le nouveau personnage qu'est Rey, la jeune femme si mystérieuse que l'on découvre dans l'épisode 7. N'oublions pas également, si l'on s'intéresse toujours aux liens existants entre littérature et saga de la Guerre des Étoiles, que chaque film de la saga, à l'exception d'un spin-off comme Rogue One, fait apparaître très concrètement à l'écran 2 textes avant le début de l'action. Le premier, écrit en bleu ciel, reste toujours le même, quel que soit le film. Il y a bien longtemps, dans une galaxie lointaine, très lointaine. Formulation qui n'est pas sans rappeler l'univers du conte. Nous aurons l'occasion d'y revenir un peu plus tard. Le deuxième texte, lui aussi écrit sur fond noir mais de couleur jaune, donne à voir le numéro de l'épisode, son titre et surtout une brève mise en situation et mise en perspective des faits qui vont se dérouler sous nos yeux. Ce procédé, propre à Star Wars, place le texte au cœur même du film, et ce d'autant plus que les noms du réalisateur, des acteurs et de l'équipe de production n'apparaissent que dans le générique final. Cette entrée en matière était si importante aux yeux de George Lucas qu'il accepta, en 1980, de payer une amende de $250 000, ce qui n'est pas rien, peu après la sortie de l'Empire contre-attaque. En effet, la Guilde des scénaristes et réalisateurs d'Amérique, qui s'était montrée tolérante pour l'épisode 4, refusa cette fois-ci l'idée que les crédits n'apparaissent qu'à la fin du film. Lucas jugeait quant à lui essentiel de conserver ce texte introductif, à tel point d'ailleurs qu'il quitta ce syndicat, ce qui l'empêcha ensuite de confier la réalisation du Retour du Jedi à son ami Steven Spielberg. Lucas avait pour volonté de confier ce dernier film de la trilogie originale à son ami, et cela ne lui a pas été possible précisément à cause de cette question et de ce problème avec la guilde donc, des scénaristes américains. On peut enfin rappeler que chaque film Star Wars a droit à sa propre novélisation. C'est le cas, par exemple, du Réveil de la Force, et ce sera le cas avec les derniers Jedi. La version française sortira normalement au mois d'avril 2018. Et le fait que chaque film possède sa novélisation n'a rien d'anodin, puisque ce procédé n'est pas systématique, n'est pas courant dans le monde du cinéma. Ce n'est pas parce que l'on va voir un film que l'on peut systématiquement, après son visionnage, se procurer le roman qui s'en inspire. Proposer une étude littéraire de la saga n'est ainsi aucunement une vue de l'esprit. Il s'agit certes initialement de films, et toutes les œuvres cinématographiques n'ont certes pas vocation à être abordées par le biais d'outils littéraires. Mais la littérature est-elle moins légitime que la philosophie pour parler de Star Wars ? On peut plutôt penser l'inverse. Les différents films de la saga sont en effet des récits et non des essais. Leur priorité est de nous raconter une histoire et non de nous transmettre des concepts philosophiques. Par ailleurs, Star Wars a souvent été présenté comme un conte moderne ou encore comme l'épopée de notre temps, une sorte de nouvelle Iliade. Or, le conte comme l'épopée sont d'abord et avant toute chose des genres littéraires et non des genres cinématographiques. Si donc la littérature a toute légitimité à être mobilisée pour parler de la Guerre des Étoiles, pourquoi y aurait-il pour autant nécessité à en proposer une étude littéraire ? En tant qu'inconditionnel de la saga, un phénomène empirique retenait mon attention depuis de nombreuses années. Comme beaucoup d'autres fans, je constatais que j'avais tendance à voir et revoir plusieurs fois les films. Or, cette pratique est en soi étrange. Quel est en effet l'intérêt de regarder plusieurs fois une histoire que l'on finit par connaître par cœur ? Et pourquoi cette pratique est-elle à ce point récurrente avec Star Wars, mais pas avec l'ensemble des films présentés au cinéma, qu'ils relèvent ou non du domaine de la science-fiction ou du space opéra ?
Il me sembla alors que la réponse à ces différentes questions pouvait peut-être se trouver dans la littérature. En effet, si les premiers films ont été des révolutions visuelles, faisant passer le cinéma dans une nouvelle ère, leurs effets spéciaux peuvent désormais être considérés comme datés. Ils continuent bien sûr à représenter un réel intérêt historique, en ce qu'ils furent une véritable prouesse technique à l'époque de leur création. Mais en 2017, il suffit désormais d'aller voir pratiquement n'importe quel film de science-fiction au cinéma pour avoir face à soi des effets spéciaux plus réussis et plus réalistes que ceux de la trilogie originale de Star Wars. L'admiration et la fascination visuelle ne pouvaient donc être des réponses pleinement satisfaisantes à la question que je me posais. Si donc l'étude de la conception matérielle du film n'était pas à même d'appréhender au mieux ce phénomène singulier, consistant à voir et revoir ces mêmes films, cela signifiait qu'il conviendrait peut-être de se focaliser sur le récit en lui-même. Or, en me décidant à mener une étude sur l'ensemble des films sortis jusqu'alors au cinéma, y compris le spin-off Rogue One, je constatais que ces films correspondaient à ce que le grand penseur italien Umberto Eco disait au sujet du chef-d'œuvre littéraire. D'après Umberto Eco, le texte littéraire appelé à devenir un classique est précisément celui qui parvient à ne pas se limiter à un sens ou à une interprétation univoque. C'est ce qu'il définit dans son essai « Lector in Fabula » comme l'œuvre ouverte. Relèvent de ce concept d'œuvre ouverte les ouvrages qui, même après plusieurs lectures, continuent à échapper au lecteur, en présentant notamment de multiples interprétations, non exclusives les unes des autres. Or, mon étude des différents films de la saga m'a permis de montrer qu'ils relevaient tous du même phénomène. Ils auraient ainsi tendance à transformer les spectateurs en lecteurs, au sens où ils feraient de ces derniers de véritables exégètes de l'histoire racontée. C'est d'après moi la raison pour laquelle on ne compte plus le nombre de forums sur Internet consacrés à la saga. Alors même que les inconditionnels de Star Wars connaissent les films par cœur, pourquoi continueraient-ils à disserter pendant des heures à leur sujet ? On peut estimer qu'ils chercheraient par ce biais à comprendre une histoire qui leur échapperait en partie. Cette pratique n'est pas sans rappeler celles qui ont déjà cours en littérature. Les grandes œuvres littéraires, plusieurs siècles après leur composition, ne continuent-elles pas à donner lieu à de nombreux essais, colloques et conférences ? Comme Star Wars, il s'agit d'œuvres ouvertes, au sens où on continue à découvrir encore de nombreuses significations cachées en chacune d'elles. J'aimerais désormais répondre à une autre question, la question de l'apport de l'étude littéraire, mais avant de voir les apports spécifiques, j'aimerais traiter les apports globaux de l'étude. Quelle réponse, apporte dès lors l'analyse littéraire de la saga ? Elle offre une perspective et un regard différent sur l'ensemble des films. De manière globale, j'ai cherché à mettre en lumière dans mon essai « Star Wars, un récit devenu légende » le fait que le succès de la saga provenait de l'usage récurrent d'un même procédé littéraire, l'ellipse. Rappelons que l'ellipse consiste à passer volontairement sous silence un certain nombre de faits s'étant produits entre deux événements relatés dans le récit. Il s'agit donc d'un procédé de nature temporelle, qui permet bien souvent une accélération du récit. On évite de rapporter alors des faits jugés inintéressants ou secondaires. Mais il peut arriver que l'ellipse passe sous silence des faits, au contraire, essentiels. L'intérêt est alors de conférer une part de mystère au récit, amenant par voie de conséquence le lecteur ou le spectateur à devenir actif.
Or, la trilogie originale de la Guerre des Étoiles est entièrement bâtie sur le procédé de l'ellipse. Si l'épisode 4 présente une dimension mythique, c'est précisément parce que l'on perçoit d'emblée que de nombreux événements absolument essentiels se sont produits précédemment. Il n'est pas anodin de rappeler que ce film, qui est le premier de la saga si l'on s'appuie sur la chronologie de la réalisation, n'est pourtant pas le premier épisode de la saga si l'on se place du point de vue de la chronologie de l'histoire racontée. En 1977, les premiers spectateurs de Star Wars n'avaient aucunement accès à ce que l'on nomme désormais la prélogie, les épisodes 1, 2 et 3 n'ayant été réalisés qu'à la fin du XXe siècle. Dans l'épisode 4, lorsque le personnage d'Obi-Wan Kenobi parle à Luke Skywalker de la guerre noire, de l'ancienne République, de la purge des Jedi ou encore de l'empereur, nous ne savons pas précisément à quoi renvoient ces différentes mentions. Qui est vraiment l'empereur? Que veut-il? À quoi ressemble-t-il? Pourquoi l'Empire a-t-il remplacé la République? Quel était le but exact de la guerre noire? Aucune réponse ne nous est alors apportée. Les épisodes 5 et 6 ne sont du reste pas beaucoup plus explicites à ce sujet. Le spectateur est ainsi invité à devenir pleinement un lecteur, mais aussi en un sens un créateur de l'histoire, en essayant pour ce faire de combler les impasses volontaires du récit. Si le film a suscité son intérêt, le spectateur voudra en effet en percer ensuite les nombreux et séduisants mystères. Il n'est pas anodin de noter que le personnage le plus mythique et le plus emblématique de toute la saga, Dark Vador, est l'incarnation même de l'ellipse. La couleur noire qui est la sienne montre, d'un point de vue purement chromatique, qu'il appartient certes aux forces du mal, mais elle évoque également d'un point de vue symbolique le mystère qui l'entoure. Que sait-on à son sujet? À vrai dire, peu de choses, alors même qu'il est un personnage central de l'intrigue et l'incarnation du mal dans la trilogie originale. On ne connaît pas son vrai visage, du moins pas avant l'épisode 6. On ne sait pas s'il est davantage une machine ou un homme, et pourquoi il a une telle apparence. On ignore les raisons pour lesquelles il a basculé dans le côté obscur de la force. Dark Vador représente l'ellipse par rapport à un passé relativement lointain. Ellipse qui sera ensuite en partie levée par la création de la prélogie, les épisodes 1, 2 et 3. Mais Dark Vador incarne également l'ellipse présente de manière constante dans le déroulement et la construction du récit. En effet, alors qu'on apprend peu à peu à mieux le connaître, le personnage continue à poser beaucoup de questions. Quelle est sa véritable vision du monde? Veut-il réellement exercer le pouvoir seul, comme il semble l'indiquer dans l'épisode 5? Pourquoi continue-t-il à servir l'empereur dans l'épisode 6? Or, si Dark Vador incarne l'ellipse, il n'est toutefois pas le seul élément du récit à s'avérer lacunaire. Il y a ainsi des ellipses temporelles à l'intérieur de chaque film de la saga, mais aussi entre chaque film. Rappelons notamment que 10 ans s'écoulent entre l'épisode 1 et l'épisode 2, puis 3 ans entre les épisodes 2 et 3. Le procédé est poussé à son paroxysme dans l'épisode 7, le réveil de la force. Non seulement plus de 30 ans le séparent de l'épisode 6, le retour du Jedi, mais de nombreux personnages sont construits de manière totalement elliptique. C'est le cas principalement du suprême leader Snoke, dont nous ne savons pratiquement rien, mais également de la jeune pilleuse d'épave Rey. Or, ce fait n'a absolument rien d'anodin, étant donné le rôle des deux personnages dans l'intrigue. Alors qu'il s'agit du principal antagoniste et de la principale protagoniste de l'épisode 7, ils présentent tous deux une identité totalement mystérieuse. Qui sont-ils? Hormis leur nom, on possède très peu d'informations à leur sujet.
Le mystère entourant le personnage de Ray a d'ailleurs été mis en scène dans l'ultime bande-annonce de l'épisode 7, celle-ci commençant par la question suivante. « Qui es-tu » Ce à quoi Ray répond « Personne ». Or, il y a là un véritable tour de force narratif, les théories au sujet de Ray et de Snoke n'ayant eu de cesse d'animer les discussions entre fans depuis la sortie de l'épisode 7. Notons qu'aucune de ces théories n'est parvenue à supplanter toutes les autres, preuve s'il en est que, même rachetée par Disney, la saga semble conserver, par essence, une tendance à l'ellipse. L'étude littéraire permet donc de mieux comprendre le succès durable de la saga. Mais elle offre également un éclairage nouveau sur les films. Je vais donc désormais répondre à la question suivante. Quels sont les apports spécifiques de l'étude littéraire ? J'ai choisi de prendre pour base de mon analyse spécifique de l'ensemble des films la trilogie originale. Il convient en effet de ne pas oublier qu'elle est chronologiquement la première des 3 trilogies à avoir été réalisée. Cela montre ainsi son importance aux yeux de George Lucas. En effet, alors même que le réalisateur américain a souvent présenté Star Wars comme l'histoire d'Anakin Skywalker, il n'a pas cherché initialement à raconter celle-ci dès son début. Lorsque le spectateur découvre Anakin, celui-ci a déjà une quarantaine d'années et porte le nom et l'apparence d'un être maléfique appelé Dark Vador. Le fait de ne donner à voir l'ensemble de l'histoire d'Anakin que dans un second temps, avec la création de la prélogie à la fin des années 1990, établit là une hiérarchie qui se vête en faveur de la trilogie originale. D'ailleurs, celle-ci a été pensée par George Lucas comme un ensemble narratif autonome. On peut, comme ce fut le cas pendant des années, regarder les épisodes 4, 5 et 6 sans avoir la nécessité absolue de connaître ce qui s'est passé précédemment. Une fois ce premier constat établi, la prélogie se doit donc d'être abordée à partir du questionnement suivant. Est-elle ou non une nécessité narrative ? Pour le dire autrement, sa création s'avère-t-elle enrichissante ou décevante pour le spectateur ? Donne-t-elle plus d'ampleur au récit légendaire de la Guerre des Étoiles ou a-t-elle au contraire tendance à le démythifier ? Mon étude littéraire m'a amené à proposer une réponse nuancée. On peut certes considérer, comme beaucoup de fans et de critiques, que les épisodes 1 et 2, la menace fantôme et l'attaque des clones, se détachent du souffle épique de la trilogie originale. Paradoxalement, alors qu'ils sont riches en action, ils s'avèrent plus descriptifs que les épisodes 4, 5 et 6. En effet, le seul épisode 3, intitulé « La revanche des Sith », est plus riche en informations essentielles que les 2 premiers épisodes. Ces derniers possèdent d'ailleurs tous deux un titre qui évoque une action à venir. La menace fantôme renvoie à l'idée d'un danger latent, existant en puissance, tandis que l'attaque des clones annonce la guerre des clones, qui ne commencera en réalité qu'à l'extrême fin de l'épisode 2. Leur caractère descriptif est-il pour autant un échec narratif ? Pas véritablement. Il est surtout le signe que George Lucas a décidé de changer d'angle et de perspective. Si la trilogie originale est une épopée, la prélogie est quant à elle une tragédie. L'objectif n'est plus tant ici de décrire les hauts faits de héros souhaitant rétablir la paix et la liberté dans la galaxie, que de montrer la chute d'une démocratie, mais surtout d'un homme, Anakin Skywalker. L'étude littéraire permet ainsi de constater que le personnage d'Anakin est fondamentalement construit dans la prélogie comme un personnage tragique. Le personnage tragique a été défini pour la première fois par le philosophe grec Aristote dans son ouvrage « La Poétique ». Cette
définition a ensuite été reprise de manière concrète au XVIIe siècle par l'écrivain français Jean Racine dans un certain nombre de ses tragédies, et notamment dans la tragédie Britannicus, qui met en scène le personnage de Néron, et plus particulièrement le moment où, pour citer Racine, Néron devient un monstre naissant. Il n'est pas un monstre au moment où Britannicus commence, et il le devient progressivement dans la pièce de Jean Racine. Anakin possède toutes les caractéristiques du héros tragique, comme c'est le cas de Néron dans Britannicus. Il est un individu ni tout à fait bon, ni tout à fait mauvais, qui passe du bonheur au malheur à cause d'une faute personnelle. Ce sont là les caractéristiques du héros tragique, le fait de n'être ni tout à fait bon, ni tout à fait mauvais, et de passer subitement du bonheur au malheur à cause d'une faute personnelle, et non pas à cause du destin. Au début de l'épisode 3, Anakin semble être au comble du bonheur. Il vient de vaincre le comte Dooku et apprend de sa femme Padmé qu'il va bientôt être père. À l'inverse, à la fin de la revanche des Sith, Anakin connaîtra un malheur extrême et durable. Il perdra sa femme, ses amis, et notamment son meilleur ami Obi-Wan Kenobi, et il deviendra un homme-machine. Or, ce passage brutal du bonheur au malheur est lié à une faute personnelle. Anakin, trompé par Palpatine, décide de lui venir en aide en contribuant au meurtre du Jedi Mace Windu. Alors même qu'il sait à ce moment-là que le chancelier est un seigneur Sith, l'incarnation suprême du mal pour un chevalier Jedi. La réussite de l'épisode 3 vient ainsi du fait qu'il est un acte tragique particulièrement bien élaboré. Mon étude littéraire de la saga m'a également permis de proposer une ou plusieurs réponses à des questions posées depuis longtemps. Par exemple, on dit souvent de l'Empire contre-attaque qu'il est l'épisode le plus réussi de la saga. Or, j'ai pu constater que ce film, sorti en 1980, était une réussite car il donnait à voir le triomphe du mal. J'ai ainsi pu mettre en lumière le fait que Dark Vador occupait une fonction centrale dans l'intrigue, étant une sorte de metteur en scène des faits se déroulant sous ses yeux, et sous nos yeux également. La célèbre musique de la Marche impériale, créée par le compositeur John Williams spécialement pour ce 5e épisode, met en valeur le personnage lors de chacune de ses apparitions à l'écran. Le titre même de ce 5e chapitre montre l'importance du Seigneur Sith. Vador étant l'incarnation même de l'Empire, parler de l'Empire contre-attaque, c'est en un sens parler du fait que Vador, après l'échec qui a été celui de la destruction de l'étoile de la mort, et bien ici, contre-attaque. On peut estimer que Vador est l'incarnation de l'Empire, car il représente très concrètement la terreur inspirée par ce régime politique. Il n'est pas anodin de noter que ce personnage assure l'intendance de l'Empire sur le terrain, en étant le bras armé de Palpatine. Il emploie des méthodes qui sont celles d'un pouvoir totalitaire. Il fait régner la terreur parmi ses troupes et n'hésite pas à éliminer lui-même les généraux l'ayant déçu. Dark Vador est le personnage central de l'épisode 5, presque un double, comme je le disais, du réalisateur, précisément parce que son rôle l'amène à être présent en permanence dans l'intrigue. L'histoire débute avec lui. C'est lui qui décide de rechercher Luke Skywalker et par son biais, les rebelles. Il mêle ainsi sa quête personnelle, il veut retrouver son fils, et à sa quête collective, il doit veiller à écraser la rébellion. Il est d'ailleurs le seul personnage à être en contact direct avec tous les personnages importants de ce 5e acte. C'est lui qui engage le chasseur de primes Boba Fett et négocie avec lui. Il soudoie également le personnage de Lando Calrissian qui se trouve au centre
de cet écran. Il arrête ensuite Han Solo, la princesse Leia et Chewbacca et décide du sort de chacun d'entre eux, Han Solo étant notamment congelé pour être livré à Jabba le Hutt. Il est donc, Dark Vador, celui qui est présent, directement ou indirectement, dans les différentes trames narratives de l'épisode 5. À tel point d'ailleurs qu'il apparaît même sur Dagobah, un peu plus loin dans l'intrigue. Alors certes, ce n'est alors qu'une illusion de Luke. Ce n'est certes qu'une illusion de Luke, mais le jeune homme croit réellement le voir et décide de l'affronter, avant de l'affronter, de manière cette fois-ci concrète et réelle, dans la Cité des Nuages. Vador, on peut le dire, donc là c'est la séquence sur Dagobah, où effectivement Dark Vador n'est pas présent, et malgré tout, eh bien, il est présent dans l'imagination de Luke. Dark Vador, ce qui nous montre bien qu'il dirige toutes les trames narratives de l'histoire comme un véritable marionnettiste, c'est qu'il réussit le tour de force de réunir les principaux personnages de l'intrigue, alors que ceux-ci étaient séparés, sur la même planète Bespin, à la fin de l'épisode 5. Il concilie donc sa quête collective et sa quête individuelle, puisqu'à la fin de l'épisode 5, il révèle à Luke Skywalker qu'il est son père. Si donc l'étude littéraire permet de mieux comprendre les films dans le détail, mais aussi de mieux saisir les différences de tonalité existantes entre eux, elle offre également la possibilité de porter un regard nuancé sur l'épisode 7, parfois très décrié. Là encore se pose la question de la nécessité narrative de celui-ci. La prélogie et la trilogie originale se présentent comme l'accomplissement d'une très ancienne prophétie. En détruisant les Sith à la fin de l'épisode 6, Anakin Skywalker apporte la paix à la galaxie, mais aussi l'équilibre à la Force. L'histoire devrait donc s'arrêter là, d'autant que George Lucas considérait Star Wars comme le récit de la vie d'Anakin Skywalker. Si donc proposer une nouvelle trilogie va à l'encontre de la vision initiale du créateur de la saga, l'épisode 7 renie-t-il pour autant les fondements mêmes de celle-ci? La réponse paraît être négative. Le réveil de la Force manque certes d'originalité, que ce soit d'un point de vue visuel ou d'un point de vue narratif. Mais les deux principaux ingrédients narratifs du succès de la saga sont pourtant bien présents dans cet épisode. Le récit est très elliptique, nous l'avons dit, mais il donne également à voir des personnages complexes et évolutifs, ce qui était le cas dans les deux premières trilogies. Si le personnage de Kylo Ren, petit-fils de Dark Vador, peut d'abord sembler n'être qu'une pâle copie de son glorieux ancêtre, la manière dont est écrit le personnage est inédite. En effet, tout en appartenant au camp du mal, il déclare être attiré par la lumière. Contrairement à Dark Vador, il a également un rapport conflictuel à ses proches, au point qu'il en vient même à tuer son propre père. A l'inverse, le personnage de Rey, initialement bon, laisse entrevoir un fond sombre lors du duel final. Les trajectoires de ces deux personnages paraissent instables et semblent pouvoir s'inverser à tout moment, comme le montrent symboliquement et visuellement certains passages de leur duel au sabre laser. On le voit sur cette image-là où effectivement ils tiennent l'un et l'autre un sabre de couleur bleue, symbole des Jedi, et un sabre de couleur rouge, symbole des Sith ou plus généralement du côté obscur. Les trajectoires donc de ces deux personnages sont instables et de ce fait tout à fait intéressantes. Comment dès lors peut-on juger l'épisode 7 ? Est-il une réussite ou un échec narratif ? Tout l'intérêt de ces questions est qu'il est actuellement impossible d'y répondre de manière satisfaisante. Ce récit, dont la trame ressemble trop souvent à celle de l'épisode 4, mais dont les personnages, je l'ai dit, sont très intéressants, ne pourra être réellement mis en perspective qu'à la fin de cette nouvelle trilogie, que l'on appelle donc désormais la postlogie. Le manque d'originalité
pourrait en effet être un acte créatif volontaire afin de préparer en douceur une transition vers des audaces narratives très fortes dans les épisodes 8 et 9. Quel avenir narratif peut-on au reste envisager pour la guerre des étoiles? Voilà la dernière question que je me propose d'aborder avec vous. Dans mon étude littéraire consacrée à Star Wars, j'ai tenu absolument à faire apparaître à la fin de l'ouvrage une analyse du film Rogue One. Sorti en décembre 2016 au cinéma, ce film relève de la catégorie du spin-off. Cette désignation signifie qu'il s'inspire de l'univers des épisodes de la saga, mais qu'il n'appartient pas directement à leur catégorie. Pourtant, Rogue One a des allures d'épisode 3,5. En effet, il se situe chronologiquement entre l'épisode 3 et l'épisode 4. L'Empire est désormais en place depuis de nombreuses années et cherche à renforcer son influence sur la galaxie par la création d'une arme de destruction massive, l'étoile de la mort. Narrativement, le film est d'ailleurs construit de manière à se rattacher harmonieusement au début de l'épisode 4. En effet, on voit à la fin de Rogue One la princesse Leia récupérer les plans de l'étoile de la mort et fuir avec ceux-ci, son vaisseau étant dans le même temps poursuivi par celui de Dark Vador. Rogue One est-il pour autant un Star Wars classique ou relève-t-il d'une toute autre catégorie? On constate que les différences narratives sont trop nombreuses pour le considérer comme un épisode 3,5. Le récit comporte d'abord fort peu d'ellipses, ce qui semble par essence logique. Rogue One est précisément la réponse à la toute première ellipse de l'histoire de Star Wars. Dans le texte introductif de l'épisode 4, on nous apprenait en effet que les rebelles venaient de remporter leur première victoire sur l'Empire et avaient dérobé les plans de l'étoile de la mort. Rogue One, donc, répond à cette affirmation qui se trouve au début de l'épisode 4. Par ailleurs, il existe une autre différence narrative majeure avec les épisodes numérotés de la saga. Dans Rogue One, les personnages ne sont pas évolutifs. La raison en est simple. Les principaux personnages de l'intrigue meurent tous à la fin du récit. Ainsi, contrairement à l'ensemble des épisodes de la saga, aucun parcours héroïque n'est cette fois-ci proposé. Aucun personnage ne peut, comme Anakin dans la prélogie, Luke dans la trilogie originale ou Rey dans la postlogie, suivre un chemin aventuré qui le fera progressivement passer de l'enfance ou de l'adolescence à l'âge adulte. Le personnage de Jyn Erso, personnage principal de Rogue One, est en effet déjà une adulte formée dans le film. On l'aperçoit certes au cours de son enfance, mais on ne montre pas ensuite l'évolution qui sera la sienne. L'épisode 7, quant à lui, est le premier film Star Wars à ne pas relever directement du génie de George Lucas. Alors que le créateur de la saga avait été impliqué dans l'ensemble des films jusqu'à maintenant de la saga, il n'a ni écrit ni réalisé Le Réveil de la Force. On sait qu'au moment du rachat de la franchise par Disney, il a proposé des traitements narratifs pour l'épisode 7. Or, ces traitements narratifs n'ont pas été suivis et l'on ne possède pas actuellement des informations précises sur ce que George Lucas avait pu proposer. Pour autant, comme je le disais, malgré son flagrant manque d'originalité, l'épisode 7 possède une narration proche des films Star Wars précédents. Rogue One, en revanche, par la relative absence d'ellipse et d'évolution des personnages, mais aussi par l'absence de magie, et du fait de l'absence des Jedi dans le récit, est donc bien un spin-off. Que penser dès lors de la volonté de Disney de proposer non seulement d'autres spin-offs, un film sur Han Solo sortira prochainement, mais également une nouvelle trilogie après l'épisode 9. Que penser par ailleurs de la volonté de faire naître un riche univers étendu dont chaque œuvre sera désormais considérée comme officielle, ce qui n'était pas le cas du temps de George Lucas. Du temps de George Lucas, il existait des romans qui étaient publiés au sujet de Star Wars, mais ils n'étaient pas considérés comme officiels.
Les fans de la saga pouvaient les lire, pour autant, ils n'étaient pas une réponse officielle ou un complément officiel au film qui était sorti au cinéma. Ce n'est plus le cas désormais avec le rachat de la franchise par Disney. Toutes les œuvres issues de l'univers étendu sont considérées comme canon. Donc, que peut-on penser de cette attitude ? On peut estimer tout d'abord que Disney répond par là à la demande de nombreux fans qui souhaitaient effectivement ne pas avoir à attendre plusieurs années entre chaque film pour entendre des récits au sujet de cet univers qu'ils aiment tant. Mais dans le même temps, on peut poser la question de la pertinence d'une telle perspective. Star Wars est-il un phénomène culturel récent ? La réponse, bien sûr, est négative. La saga existe depuis 40 ans et ne repose pour le moment que sur 9 films officiels, dont 3 sont sortis ces 3 dernières années. C'est bien la preuve que La Guerre des Étoiles, comme beaucoup d'œuvres majeures de la littérature française et mondiale, n'a pas la nécessité d'être un phénomène culturel récurrent pour continuer à intéresser les spectateurs. Si l'on établit le succès de la saga sur le fait qu'elle nous amène à être actifs, on peut se demander si, en donnant de plus en plus aux spectateurs un prêt à penser, mais aussi un prêt à rêver, par la multiplication des productions artistiques officielles, Disney ne risque pas d'aller contre ce qui constituait le succès de La Guerre des Étoiles. Il est bien sûr impossible en l'état actuel d'avoir une réponse à cette question, et vouloir absolument prendre parti serait assurément un manque de sagesse. Mais cette question mérite d'être posée. Disney va-t-il contribuer à élargir la saga Star Wars de manière positive ou son attitude visant à proposer de très nombreuses productions artistiques chaque année ne va-t-elle pas finir par démythifier cette saga qui s'est élevée au rang d'objet culturel mondial et transgénérationnel ? En conclusion, mener une étude littéraire consacrée à la saga créée par George Lucas est donc non seulement légitime, mais concluant. On constate que les outils littéraires permettent de relire les films et d'en proposer des interprétations novatrices. L'Empire contre-attaque, considéré comme le meilleur épisode de la saga par les fans, présente ainsi un récit passionnant à étudier. On constate en effet que sa réussite narrative tient au rôle central de Dark Vador, qui opère comme une sorte de double du réalisateur pendant l'ensemble du film. Il agit au sein du récit comme un véritable marionnettiste, déplaçant au gré de sa volonté les autres personnages. Mon étude de la saga montre également que l'épisode 3 est un acte tragique, proche en cela des grandes pièces classiques de Racine ou Corneille. Si donc la saga a d'indéniables origines littéraires, il semble qu'elle se prête également fort bien à une analyse de son récit et de ses personnages par la littérature. En somme, la grande force de Star Wars résiderait peut-être dans le fait de transformer chaque spectateur en lecteur en puissance de ce récit légendaire. Je vous remercie. Alors, merci beaucoup Nicolas pour cette très très belle présentation. Je suis sûre qu'elle va susciter plein de questions, mais je vais déjà peut-être en poser une première pour lancer un petit peu la discussion et pour rebondir sur tout ce que vous avez présenté. J'aimerais vous poser une question par rapport à cette question justement de la nécessité narrative, par exemple de la prélogie, et donc du coup de cette cohérence narrative générale de l'ensemble. Je me demandais si finalement elle ne relevait pas aussi d'autres formes de logique, et je pensais notamment à des logiques qui se rapprochent de celles d'une autre forme de texte finalement, qui sont celles des fanfictions. Parce que vous dites très bien dans votre livre que finalement un des problèmes de la prélogie, c'est que son récit tient finalement dans 2 lignes de dialogue de la trilogie originelle, et que finalement il n'y avait pas vraiment d'apport informationnel en fait de la prélogie. Par contre, il y a une autre logique qui est finalement une logique affective, qui est que la trilogie originelle est tellement culte finalement qu'il y a un attachement affectif tellement important au personnage que finalement les publics vont avoir envie d'expérimenter eux-mêmes ces 2 lignes de dialogue finalement. Et il me semble qu'il y a un petit peu de ça aussi dans
dans le fonctionnement de l'épisode 7, qui me semble être vraiment une sorte de fanfiction officielle de l'épisode 4 finalement. Puisqu'on est à la fois dans des dynamiques de réécriture, mais aussi avec des modifications qui là aussi se retrouvent vraiment souvent dans les fanfictions. Par exemple, le fait de mettre une héroïne féminine au centre versus Luke dans la trilogie originale, etc. Donc il y a vraiment ce jeu-là, et c'est à mon avis ce qui fait aussi la force de l'épisode 7, c'est ce jeu de finalement d'en faire une forme de fanfiction officielle et de le faire réexpérimenter finalement à des nouveaux publics aujourd'hui. Donc je me demandais s'il n'y avait pas ces différentes logiques qui finalement permettent de comprendre les liens entre les trilogies. Oui, alors c'est une question tout à fait intéressante et pertinente, et j'en parle un peu dans mon livre, effectivement. Je pense que concernant la prélogie, il y a une dimension fanfiction, tout simplement parce que la prélogie, ça a été une attente et une demande très forte de la part des fans. Et on sait que George Lucas a attendu plusieurs années avant de les réaliser, déjà parce qu'il attendait que les techniques cinématographiques s'améliorent, notamment pour les effets spéciaux. Difficile de représenter Yoda en train de faire un combat contre le Count Dooku s'il n'était qu'une marionnette. Ça aurait été difficile à mettre en place. Donc il y avait cette réalité-là, mais aussi le fait que finalement, il ait hésité pendant un temps à mener à bien cette prélogie, peut-être en se disant que ce n'était pas une nécessité narrative. Et donc, on a quelque chose qui relève de la fanfiction. Notamment, j'en parle dans le livre concernant l'épisode 2, l'attaque des clones. Le fait de faire absolument apparaître les personnages de Boba et de Jango Fett n'est pas du tout une nécessité narrative. Boba Fett apparaît de manière fortuite dans l'action de la trilogie originale, dans les épisodes 5 et 6. Pourquoi vouloir absolument faire de Jango Fett le personnage à l'origine de l'ensemble des clones, de l'armée de clones de la République? Et on sait que c'est parce que les fans adorent ce personnage-là et que George Lucas avait envie, en un sens, de leur faire plaisir, de le faire apparaître dans cet épisode. On a un peu la même chose avec Chewbacca dans l'épisode 3. Il y a le fait que le conflit se passe sur la planète des Wookiees, c'est tout à fait acceptable, mais Chewbacca, finalement, s'aperçoit dans la trilogie originale que c'est un contrebandier avec Han Solo. Était-il forcément, à ce moment-là, concerné par le sort de son peuple? On aurait très bien pu voir un clin d'œil avec la planète des Wookiees et ne s'en tenir qu'à cela. Donc il y a sans doute, effectivement, dans l'écriture de la prélogie, quelque chose qui relève de la fanfiction et qui peut expliquer aussi la déception des fans, parce que à la fois ça comble finalement ce qui relevait du fantasme jusqu'à maintenant. Pendant des années et des années, ils ont pu s'imaginer ce qu'était le passé d'Anakin Skywalker, les raisons pour lesquelles il basculait du côté obscur de la Force. Donc d'une manière ou d'une autre, il y a une déception qui est normale. Et puis par ailleurs, la vision de George Lucas peut s'opposer à des fanfictions qui ont pu être écrites entre-temps et qui parfois pouvaient être tout à fait intéressantes. Concernant l'épisode 7, très rapidement, vous avez raison d'évoquer la question de la réécriture. Pour moi, l'épisode 7, c'est une réécriture de l'épisode 4. Alors une réécriture tout à fait intéressante. C'est pour ça que dans le livre, je parle de réécriture et pas de remake. C'est pas simplement reprendre l'épisode 4 dans tous ses éléments. Il y a des éléments de nouveauté, mais on essaye de reprendre des éléments qui avaient plu aux fans précédemment, et c'est vrai que l'épisode 4 est apprécié d'une très grande majorité de fans de la saga, mais en proposant quelque chose de nouveau, de différent. C'est un phénomène assez intéressant parce qu'il existe en littérature, notamment pendant la période médiévale. On estimait finalement qu'une histoire n'appartenait jamais à son créateur et qu'on avait le droit de reprendre cette histoire et de la modifier indéfiniment. C'est notamment le cas avec tout ce qui concerne le cycle du roi Arthur. Donc là, maintenant, on va parler de fanfiction, mais c'est la preuve qu'une œuvre maintenant, une œuvre cinématographique ou littéraire, comme au Moyen-Âge, au XXIe siècle, elle finit par échapper à son propre créateur. Bonsoir, merci pour votre explication qui est très intéressante. Moi, j'avais une question par rapport à ce que vous avez dit à un moment par rapport à l'épisode 3 et aux raisons qui amènent Anakin à basculer vers le mal, ou plutôt la faute, ce qui expliquerait le fait que l'héros est tragique. Et je me demandais, enfin, ça c'était un peu l'interprétation que j'ai compris du film et qui me semble plutôt l'interprétation un peu de comment vous l'avez mis, ce serait plutôt le fait que du coup de tuer Mace Windu et que voilà
de avoir suivi finalement l'empereur, c'est ça sa faute. Or, est-ce que peut-être sa faute n'est pas plus profonde et de céder à l'amour, c'est pas en ça qui réside la faute de... Parce que finalement, les Jedi ne doivent pas s'attacher, etc., etc. Enfin, voilà. Oui, alors vous avez tout à fait raison. En fait, votre interprétation n'est pas du tout exclusive de la mienne. Elles ne sont pas en contradiction. C'est précisément parce qu'il accepte dans l'épisode 2 de devenir un être de passion, en succombant à l'amour, qu'Anakin crée les conditions qui l'amèneront à commettre cette faute tragique. Si vous voulez, la cause de cette erreur tragique, je maintiens que l'erreur tragique, c'est le fait de tuer Mace Windu. Parce qu'il représente vraiment l'idée de loi que doit respecter un Jedi. Et non seulement un Jedi ne doit pas tuer, mais en plus il ne doit pas tuer quelqu'un qui appartient à sa caste. Et d'ailleurs, lorsqu'il tue Mace Windu, la première réaction qui est la sienne, c'est de dire « qu'est-ce que j'ai fait ?» En version française, il dit ceci. Et comment expliquer pourquoi décide-t-il de le tuer alors même que précédemment dans l'épisode 3, dès qu'il découvre que le Palpatine est le Sith tant recherché, il veut participer à l'expédition qui est censée le tuer? Eh bien, c'est précisément parce que c'est un être de passion, parce que son amour pour Padmé et le fait qu'il ait peur qu'elle meure en couche, eh bien, va l'amener à ne pas écouter son devoir, mais plutôt son cœur et à laisser de côté ses obligations et sa raison. Donc, si vous voulez, l'erreur tragique, ça reste dans le fait de couper le bras du Jedi et d'amener Palpatine à tuer ensuite Windu, mais les passions sont la cause de cette erreur tragique, en fait. Merci, bonsoir, merci pour la conférence, je me suis régalé. Vous ne parlez pas des droïdes, pardon. Ils sont insignifiants ou quel est votre regard sur eux? Alors, j'en parle dans le cadre de mon livre. Là, je n'ai pas eu le temps de le faire puisque, effectivement, 1 heure, c'est très court et j'avais envie de proposer quelque chose d'assez synthétique. Alors, les droïdes, ce qui est très intéressant, c'est qu'ils n'ont pas du tout la même fonction narrative que ce soit dans la prélogie, la trilogie originale ou la postlogie. Dans la trilogie originale, ils ont un vrai rôle narratif. D'ailleurs, l'épisode 4 dépend pour une très large part de leur regard. Au début de l'épisode 4, on est vraiment comme dans la forteresse cachée de Kurosawa. On dépend du regard de 2 personnages complètement insignifiants qui ne sont pas des héros. Ce sont 2 paysans dans la forteresse cachée et ici, ce sont 2 droïdes. Et ils continuent à avoir une importance assez grande dans la trilogie originale, notamment parce que la parole leur est donnée. Même R2-D2, alors qu'il n'a pas la parole, il se retrouve souvent seul avec Luke Skywalker et Luke interprète, décrypte pour le spectateur ce que lui dit R2. En revanche, dans la prélogie, leur rôle narratif est vraiment réduit à portions congrues. Alors, on peut faire une différence entre R2-D2 et C3PO. R2-D2, il permet d'établir une filiation entre Luke et Anakin, puisque lui aussi est le copilote en un sens d'Anakin Skywalker. On le voit notamment dans l'épisode 3. Et donc, on voit bien qu'il y a ici une sorte de reproduction héroïque entre le père et le fils, et c'est tout à fait intéressant. En revanche, C3PO, et j'en parle dans le livre, dit quelque chose de très amusant dans l'épisode 3. C'est presque une autocritique de lui-même. Il dit « Je me sens totalement inutile ». Et c'est un peu ce qui lui arrive en fait dans la prélogie, puisque on le voit très peu. Alors il y a une scène comique dans l'épisode 2 où il est enrôlé dans l'armée droïde, et c'est vrai que rien que pour cela, sa présence était justifiée. Mais se pose en fait de manière plus générale la question de savoir si tous ces personnages que l'on a découverts dans les épisodes 4, 5 et 6, qui se sont rencontrés souvent par hasard, est-ce qu'ils avaient vocation, pour certains d'entre eux, à réapparaître dans les premiers films? Pour le cas des droïdes, ça paraît difficile, justement. Ils sont là complètement par hasard. Ces 3PO, on voit bien que ce n'est pas un fou de guerre, R2-D2 peut-être un peu plus, mais ce n'est pas du tout leur vocation que d'être présents dans une épopée. Donc, je crois que là aussi, le problème, on parlait du fanservice tout à l'heure, est celui-ci. Les fans voulaient absolument que C3PO, R2-D2 soient présents. Ils voulaient également que ce soit le cas dans la
post-logis. Alors, je ne vais pas trop parler de l'épisode 8 parce que peut-être certains d'entre vous ne l'ont-ils pas vu, mais si l'on s'en tient au seul épisode 7, on ne voit pratiquement pas R2-D2. Ces 3 PO, on le voit brièvement à la fin, ils sont supplantés par le nouveau droïde BB-8. Donc, c'est bien la preuve que les droïdes font partie de la trame narrative de la guerre des étoiles, mais incontestablement, depuis la fin de la trilogie originale, ils sont moins en lien avec celle-ci. Alors, question qui nous vient d'Internet. Question polémique, n'aurait-il pas fallu attendre la fin de la post-logie pour sortir ce livre? Et question connexe, est-ce que vous allez sortir un livre en complément? Alors oui, c'est une excellente question. Pourquoi avoir sorti ce livre dès maintenant? Eh bien, c'est très simple. C'est parce que le fait que Disney veuille absolument rendre officiel l'univers étendu pose la question suivante. Est-ce que ce type de livre, d'études littéraires, sera encore possible dans 4, 5 ou peut-être 10 ans? La question se pose véritablement puisque l'objectif de Disney, c'est précisément de combler l'ensemble des ellipses, de faire en sorte que tout ce qui jusqu'à maintenant était mystérieux et qui explique le fait que les fans ne cessent d'échanger au sujet de tel élément de détail du récit, eh bien tout cela peut-être va disparaître peu à peu. Par exemple, pour s'en tenir au seul épisode 7, il y a un certain nombre de romans qui ont été publiés et qui racontent ce qui se passe entre l'épisode 6 et l'épisode 7. Donc moi, ce qui m'intéressait, c'était d'utiliser les outils de la littérature pour essayer de comprendre les raisons pour lesquelles cette saga est à ce point un phénomène culturel mondial et transgénérationnel, mais également pour essayer de comprendre ce récit. Quelles en sont les particularités? Pourquoi y a-t-il autant d'ellipses? Comment interpréter ces ellipses-là? Sortir le livre dans 3 ou 4 ans, pourquoi pas? Et une réédition est à l'étude pour répondre à la deuxième partie de la question Internet, une fois que les épisodes 8 et 9 seront sortis. Mais peut-être cela sera-t-il moins pertinent. Dernière chose enfin, ce qui m'intéressait et ce qui a intéressé également mon éditeur Armand Collin, c'était de proposer une étude non seulement inédite, puisqu'il n'y a pas encore eu d'étude littéraire sur la saga, et deuxièmement, de voir si depuis le rachat de la saga par Disney en 2012, il y avait ou non des éléments de différence entre ce que proposait George Lucas précédemment et ce qui est proposé maintenant. Donc, au contraire, je crois que c'était le moment idéal pour publier ce livre. Oui, oui. merci. Une question justement sur les personnages secondaires, comme les Ewoks. Je me suis rappelé en fait qu'il y avait des téléfilms qui étaient sortis. Voilà. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur eux, ce qu'ils représentent justement, parce que finalement, des petites boules de poils qui arrivent à tenir tête quand même à l'Empire. Enfin, voilà, c'était le côté un peu léger de la trilogie et finalement. Oui. Alors, je n'ai pas évoqué ces téléfilms que je connais par ailleurs dans mon livre parce que maintenant ils ne sont plus du tout considérés comme canon. Donc je m'en suis tenu vraiment au seul film. Et George Lucas lui-même reconnaissait d'ailleurs que dès le moment où ces films étaient sortis, qu'ils n'étaient de toute façon pas canon, que c'était des divertissements pour un public assez jeune. En revanche, concernant les Ewoks, contrairement à ce qui est souvent dit, ils ne sont pas totalement inutiles. Alors certes, ils ont été créés en grande partie pour des raisons commerciales, mais ce n'est pas la pire création commerciale qui soit présente. Si on pense à Jar Jar Binks, par exemple, je crois que là, on touche vraiment à ce qui est le plus gros échec, sans doute, dans la saga Star Wars. Les Ewoks, s'ils se situent à la fin de l'épisode 6 et qu'ils parviennent à vaincre l'Empire, c'est aussi parce que George Lucas, qui s'est beaucoup inspiré de l'œuvre de Tolkien, considérait également qu'il fallait montrer que cet empire totalement déshumanisé et également très technologique, puisqu'il ne possède que des armes de pointe, eh bien, pouvait finalement être remis en question par des forces tout à fait naturelles et des forces également qui renvoient à une certaine simplicité, comme les Ewoks, qui sont finalement des enfants. Lorsque ces 3 PO dans l'épisode 6 leur racontent leurs aventures, on a l'impression qu'on est à la crèche et que des petits-enfants sont en train d'écouter un conte qui leur est raconté par un adulte. Donc je crois qu'ils ont un vrai intérêt, une vraie importance à ce moment-là. C'est précisément de montrer que la seule technologie n'est pas suffisante. Et vous voyez, on peut établir de ce point de vue-là un parallèle entre les Ewoks et tous les personnages des Ents dans Le Seigneur des Anneaux qui viennent à bout de Saruman, alors même qu'ils possèdent une magie, une technologie qui est bien plus importante que la leur. Donc les Ewoks ne sont pas la plus grande réussite de George Lucas, ce serait sans doute incohérent que de le dire, mais qu'ils soient un échec absolu le serait tout autant. Merci beaucoup pour votre conférence. Donc j'ai 2 questions qui s'entremêlent.
Donc la première, c'est est-ce que George Lucas ne serait pas un nouveau Homère, donc l'Homère de l'Iliade et de l'Odyssée, et de deux, est-ce que donc cette espèce de personnage d'Homère ne serait pas la clé pour comprendre la réussite de ces 9 films, donc de 3 points, parce qu'au niveau du générique, dans la trame narrative, ça reprend le concept de la muse, donc il y a fort longtemps, donc qui reviendrait au passé, et au niveau scénarique, où il y a ce science-fiction donc, qui nous emmène dans le futur. Donc il y a cette idée de figer le film dans le temps. Le deuxième point, donc, c'est au niveau des transitions qui se font, parce qu'il y a la post-logie, il y a ce qui vient après, il y a le milieu. Donc ce serait vraiment l'idée chez Homère et chez les Aèdes de donner des transitions, de donner des dérivés, vraiment qu'il y ait le texte originel et qu'ensuite qu'il y ait des suites qui se font. Et du troisième, donc cette vraiment influence et référence avec l'Iliade au niveau des combats et de cette espèce d'Odyssée où en fait avec Anakin, donc nous l'avons donc cette espèce d'Odyssée, oui, où Anakin rencontre donc ses enfants au début. Il y aura ensuite des années de séparation, puis ensuite il va les re-rencontrer à la fin, où il va retrouver Luke Skywalker. Donc c'est peut-être un défaut d'interprétation, mais ça m'intéresse honnêtement. Alors, c'est tout à fait intéressant ce que vous dites. Si on s'en tient essentiellement à la question de l'épopée. L'épopée, comme genre littéraire, c'est un genre littéraire qui a eu tendance à disparaître en grande partie au XXe siècle. On s'est rendu compte, par exemple, qu'elle continuait à être présente parfois en poésie, puisque l'œuvre d'Homère, l'Iliade et l'Odyssée, ce sont des poèmes épiques. C'est notamment, elle a continué à être présente, par exemple, dans le chant général de Pablo Neruda, ou alors dans le Cahier du retour au pays natal de Césaire. Donc, il y a quand même des résurgences d'épopées au XXe siècle, mais de manière un peu plus secondaire. Donc, on peut se dire que l'épopée de notre temps, l'épopée moderne, c'est bien la guerre des étoiles, et qu'elle emprunte effectivement aussi bien à l'Odyssée qu'à l'Iliade. Je ne vais pas revenir sur l'ensemble des détails que vous avez indiqués, mais je souscris plutôt à ce que vous dites. Je pense qu'on peut voir, en tous les cas, dans l'écriture même de l'ensemble des films, alors difficile de tenir ce propos même pour la postlogie et le personnage de Rey dont vous parliez, puisqu'on n'a pas encore accès à ce que sera l'épisode 9. Et si l'on s'en tient à l'épisode 8, sans en parler dans le détail, bien sûr, pour ceux qui ne l'auraient pas vu, il pose quand même un certain nombre de questions, il ne répond pas à toutes celles-ci, et l'épisode 9, bien malin, qui aujourd'hui pourrait dire en quoi il va consister. Ça paraît assez compliqué de le faire actuellement. Donc, tenir ce propos général sur l'ensemble de la saga, les 9 films, difficile de le faire aujourd'hui. En revanche, ce que vous avez dit sur la prélogie, la postlogie, dans leur écriture même, indéniablement, ici on fait référence dans l'écriture à ce qu'a pu mettre Homère en place dans l'Odyssée ou l'Iliade. On a à la fois un conflit armé général, mais en même temps le parcours du héros, comme Ulysse qui cherche à regagner sa patrie, Luc, Anakin, mais aussi Rey, finalement, sont des personnages qui sont en quête identitaire et qui évoluent. Le personnage d'Ulysse, il a déjà un certain âge lorsque débute l'Odyssée, mais en réalité, toutes ces aventures le font considérablement évoluer. C'est bien pour cela qu'ensuite, une fois de retour à Ithaque, il parvient à se venger des prétendants alors qu'il aurait peut-être pu connaître l'échec. Bonjour. Vous avez parlé du coup du rachat de la franchise par Disney en 2012 et vous avez soulevé la question du coup si ça apporterait plus de positif ou plus de négatif à la franchise, et je voulais savoir vous ce que vous en pensiez personnellement du coup. Alors c'est très difficile de vous répondre parce que je suis extrêmement partagé en toute honnêteté, et je pense qu'on pourra vraiment répondre à cette question de manière précise et intéressante peut-être dans 2 ou 3 ans, et notamment après l'épisode 9. Il va également y avoir le film sur Han Solo qui va sortir en 2018, donc tout cela nous donnera des éléments. À titre personnel, je suis opposé, mais
je comprends que beaucoup d'autres fans y soient au contraire favorables. Je suis opposé au fait que l'on propose un univers étendu qui soit désormais officiel et qui soit récurrent. Parce que si l'on fait ça, eh bien, on va totalement perdre de vue le fait que la saga nous amène tous à être actifs. De nouveau, je cite les forums de fans. Il suffit d'aller sur des sites comme Star Wars Universe, par exemple. C'est le principal site de fans de la saga dans le domaine francophone. Vous allez sur n'importe quelle page qui est consacrée au film, vous avez plus de 300 questions qui sont posées à chaque fois, et avec des développements très longs et les fans qui commencent à s'intéresser aux moindres détails. Si on commence à nous donner la réponse sur tout, que l'on sait que finalement tel personnage, il lui est arrivé tel événement entre les films, que s'il a tel ou tel trait de caractère, c'est parce qu'il a vécu tel épisode ou alors parce qu'il a eu telle enfance et autres. Mais où est la liberté d'imagination ? Où est la liberté de création ? Et moi, je crois justement que si Star Wars, et c'est quand même assez fantastique de constater cela, a pu se maintenir dans le temps. La saga existe depuis 40 ans. Il y a des gens qui vont au cinéma voir Star Wars qui ont 10 ans et d'autres qui ont 60, 70 ans, etc. Et ils aiment tout autant ces films. Donc c'est quand même assez incroyable. Et pourtant, c'est un phénomène qui n'est pas récurrent. Il n'y a eu que 6 films pendant de très nombreuses années. C'est bien la preuve que la saga n'a pas besoin d'être un phénomène culturel récurrent. La question suivante, et moi c'est vrai que j'ai quand même des doutes, mais je n'ai pas la réponse actuellement, mais j'ai de très, très forts doutes. Est-ce que trop de Star Wars ne va-t-il pas finir par tuer Star Wars ? Un des grands spécialistes de la saga, Patrice Giraud, qui avait fondé le Lucasfilm Magazine dans les années 80-90, estime pour sa part que c'est un risque très fort. Je ne suis pas loin de le penser, mais je n'ai pas la réponse. Merci. Je m'appelle Thierry, je ne voulais pas intervenir parce que ça restait dans le domaine littéraire, mais c'est vrai que grâce à ma collègue précédente, vous nous avez rappelé que la question est posée sur l'avenir glorieux ou pas glorieux des suites, de suite. Et c'est bien d'avoir entendu le mot univers étendu, d'avoir entendu le mot activité culturelle, mais d'avoir zappé le mot merchandising. Alors, derrière le rachat de la licence de Disney, il y a sûrement l'intérêt de faire fructifier de très bonnes avancées. Et c'est vrai que si 6 films en moins de 40 ans suffisaient à rendre l'attrait pour Disney très, très lucratif, non, ça c'est un jeu de mots. Mais ma question, c'est, voilà, quand on fait trop attendre les fans qui ont 10 ans ou qui ont 50 ans, ils peuvent être déçus de ce qu'on va leur proposer à la suite. Tout comme on a très longtemps entendu la prélogie, et puis bon, en fait, on a remis les mêmes personnages parce qu'on avait tous envie, comme des vrais fans qu'on est. Si on sort un film par an, je pense qu'il va falloir bientôt travailler sur des logiciels de psychosocialisation et pour voir comment le fan de base va réagir, parce qu'effectivement, il y a la perte d'intérêt qui peut arriver à en avoir trop tous les ans. C'est-à-dire que moi, je suis habitué à avoir plusieurs films, mais sur une longue période. Là, je me dis, ah oui, l'année dernière, c'était un tel, l'année d'avant, c'était Rogue One. Ça va trop vite, en fait. Voilà. Mais si Disney est vraiment super bon, ce qui historiquement a l'air d'être ça, ils vont peut-être tenter j'ai peur que ça va faire un petit peu bizarre ce que je veux dire, ils vont tenter des simulations ou des modélisations de fans typiques, de fans types, pour arriver à coller avec leur avancée industrielle, enfin cinémato-industrielle. J'ai un peu peur de ça. Voilà. J'ai peur qu'on soit un petit peu manipulé parce qu'on est trop gentil comme des fans. Voilà. Question donc ouverte. Oui, alors c'est vrai que l'aspect merchandising, on doit bien sûr le prendre en compte. Jusqu'à maintenant, je n'en ai pas parlé puisque je suis professeur de littérature et pas d'économie. Mais bien entendu que Disney n'est pas une société philanthrope et que les 4 milliards d'euros qui ont été investis dans le rachat de Lucasfilm l'ont été parce qu'ils espèrent bien sûr un retour assez important sur investissement, ce qui sera bientôt le cas d'ailleurs puisque l'épisode 7 a extrêmement bien marché ainsi que l'ensemble des produits dérivés. Oui, vous avez raison dans tout ce que vous dites. La question se pose, est-ce qu'on va avoir une standardisation, par exemple, que ce soit d'ailleurs une standardisation positive, c'est-à-dire à vouloir absolument faire plaisir aux fans, ou alors à l'inverse, vouloir absolument les surprendre.
là, je ne vais pas non plus parler de l'intrigue de l'épisode 8, mais si vous l'avez vu ou si d'autres l'ont vu dans cette salle, vous savez sans doute qu'il divise considérablement les fans, bien plus d'ailleurs que l'épisode 7. Moi-même, je suis très partagé à son endroit. Je publierai prochainement, si cela vous intéresse, une analyse justement plus synthétique que dans mon livre, mais une analyse de cet épisode. Et dans l'épisode 8, sans entrer dans le détail, il y a une volonté justement de proposer quelque chose qui déconcerte. Alors en littérature, on appelle cela modifier l'horizon d'attente du lecteur, c'est-à-dire qu'on ne s'en tient pas à ce que le lecteur attend, on va lui proposer quelque chose de fondamentalement différent, nouveau, original. L'originalité, pourquoi pas, mais encore faut-il que cela se justifie. Et comme je l'ai montré, je l'espère, dans cette conférence, mais également dans mon livre, il y a un certain nombre de codes qui sont propres à la saga Star Wars. On peut les modifier, les réécrire comme dans l'épisode 7, ça fut le cas, mais les modifier en profondeur ne risque-t-on pas de déstabiliser les fans? Donc je crois que le risque, il existe des deux points de vue. À vouloir faire des films qui soient totalement formatés de la même façon, on va tomber dans le domaine de l'artisanat et non plus dans le domaine de l'art. Mais à vouloir, par ailleurs, confier à chaque fois à un nouveau réalisateur un Star Wars en lui demandant d'avoir sa propre vision de la saga, ne risque-t-on pas à la fin d'avoir un ensemble qui soit totalement hétérogène, voire incohérent? Donc je crois qu'il y a plusieurs dangers qui se présentent pour la saga. C'est des dangers qui n'existaient pas précédemment puisqu'il y avait un créateur, George Lucas. Il pouvait confier les épisodes 5 et 6 à d'autres réalisateurs, mais c'était quand même lui qui écrivait, il était producteur de ces films. Donc c'est une question qui est passionnante. Est-ce que c'est une œuvre d'un auteur ou alors est-ce que c'est une œuvre multiple qui échappe à son propre auteur? Difficile d'y répondre actuellement. Bonjour et merci pour cette conférence, mais aussi bravo pour cet ouvrage. J'avais une question qui est un peu plus cinématographique, mais vous allez voir qu'après ça va revenir sur la littérature. C'était par rapport aux acteurs et aux réalisateurs qui ont fait cette saga. Donc par exemple avec Mark Hamill qui joue Luke Skywalker, on sait que le seul grand rôle qu'il a eu après, c'était le doublage du Joker dans la série animée de Batman. George Lucas, il a fait bien sûr Indiana Jones, donc une autre institution, mais par contre il a fait THX et Howard the Duck, qui n'ont pas été des grands succès, ni critiques ni commerciaux. On a aussi ceux qui ont joué Anakin Skywalker. On a le petit Jack Lloyd dans La Menace Fantôme, qui aujourd'hui est en hôpital psychiatrique, donc il n'a fait aucun film après. On a Anakin Skywalker de l'épisode 2 et l'épisode 3, Hayden Christensen, qui aujourd'hui, on le sait, tient une ferme à Toronto. Donc à part Harrison Ford, qui au final a aussi joué dans Indiana Jones, juste du coup, est-ce qu'il n'y a pas aussi un effet qui fait que les acteurs et les réalisateurs qui touchent, même le réalisateur du 5e épisode, je crois que c'est Evan Kirchen, enfin quelque chose comme ça, qui a seulement fait un film à succès après, mais qui a été aussi très critiqué. Enfin voilà. Est-ce que les gens qui font les films, autant que ce soit les acteurs ou les réalisateurs, ne sont pas eux-mêmes enfermés dans des ellipses où justement on n'a pas forcément envie de les voir progresser dans d'autres œuvres et ils sont en fait enfermés dans cette œuvre qui les dépasse? Je voulais avoir votre avis. Voilà. Oui, alors c'est une question très intéressante à laquelle d'ailleurs il y a déjà eu quelques réponses qui ont été proposées. Il y a une sorte de malédiction en fait liée à la guerre des étoiles. À la fois tous les acteurs et tous les réalisateurs s'intéressant à la science-fiction rêvent de faire partie d'un Star Wars. C'est évident. On sait que par exemple l'acteur qui joue Mace Windu, son nom Samuel Jackson, avait dit à George Lucas qu'il voulait tellement participer à Star Wars qu'il était même prêt à jouer une poubelle intergalactique. Il avait dit quelque chose comme ça à un moment donné dans une interview. Donc, bien sûr que ça fascine. Alors, il y a deux réponses qui sont proposées la plupart du temps à votre question. La première, c'est de dire que les acteurs jouant dans Star Wars, finalement, n'étaient peut-être pas des acteurs si talentueux que cela et que finalement, ils ont été essentiellement choisis parce qu'ils n'étaient personne justement avant d'être dans la saga pour que l'identification soit totale. On retrouve un peu cela avec l'épisode 7 où finalement Daisy Ridley qui joue le personnage de Rey ou John Boyega ne sont pas des acteurs très connus. Lui qui joue le personnage de Finn avant le film de l'épisode 7. Donc la première réponse c'est de dire qu'ils ne sont peut-être pas si talentueux que cela et que finalement au fond ils ont eu beaucoup de
chance d'être choisis pour Star Wars. Ça leur a donné une notoriété qu'ils n'auraient peut-être jamais connue par ailleurs. L'autre réponse proposée, qui est sans doute plus intéressante, et plus juste peut-être parce que Hayden Christensen, par exemple, Mark Hamill, Carrie Fisher, on ne peut pas les considérer comme de mauvais acteurs. L'interprétation de Hayden Christensen dans l'épisode 3, moi je l'ai trouvée plutôt convaincante. Et je voyais encore une interview hier de Nicolas Cage qui disait qu'il l'avait trouvé très bon dans cet épisode. Donc la deuxième réponse, plus intéressante, consiste à dire que finalement ces personnages-là ou ces réalisateurs-là sont tellement associés à la saga, et cette saga est un tel phénomène mondial que on ne parvient plus à les voir différemment. Et c'est vrai que, par exemple, Hayden Christensen, quand on le voit dans les quelques rares films qu'il a fait après l'épisode 3, par exemple, on ne peut s'empêcher de se dire, tiens, il va y avoir un moment où il va se mettre en colère, comme Anakin Skywalker, il va être un peu comme Dark Vador, ce genre de choses. On regarde ces acteurs-là avec nos yeux de fans de Star Wars. Et en un sens, on ne leur permet pas d'avoir pleinement cette liberté-là. Donc, je crois que les deux réponses, d'ailleurs, ne sont pas exclusives les unes des autres, mais qu'elles montrent bien que finalement, participer à un Star Wars, que ce soit en tant que réalisateur ou qu'en tant qu'acteur, il y a un prix à payer. Ce prix peut être assez cher. Bonsoir. Je suis Patrick, Patrick Joncet. Donc, je voulais... je viens de voir l'épisode 8. Bon, je ne vais pas... Excusez-moi, je ne vous vois pas. Pardon, je suis... Ah oui, voilà, je vous vois, merci. Moi, je suis... Enfin, j'ai pas suivi de manière continue les films. Je les ai vus par désordre. Et j'ai... Comment dire, j'ai pas une vision comme vous de spécialiste. Et donc, j'ai une vision intermittente. Mais j'ai quand même l'impression que la nouvelle postlogie, elle est quand même très imprégnée de notre époque. Et ça, vous ne l'avez pas tellement dit, parce que j'ai l'impression que vous analysez comme un spécialiste de la littérature, mais sans tenir compte... je trouve que vous ne tenez pas assez compte, peut-être, que les écrivains ou les réalisateurs sont imbibés de la mentalité de notre époque. Donc je veux dire qu'on ne pouvait pas... Aujourd'hui, on ne peut pas faire un film exactement pareil que dans les années 70. Voilà. Et vous l'avez montré de manière plus technique que sociologique, vous voyez un peu. Et c'est peut-être un peu ce que je vous reprocherai. Et ensuite, je voulais faire une autre remarque, c'est que la science-fiction, notamment donc cette série, cette saga, pourrait nous interroger sur la vie extraterrestre. Or, malheureusement, il n'y a pas de relation. C'est ça qui est très étonnant, c'est qu'il n'y a pas de relation entre ceux qui s'intéressent à l'ufologie ou ceux qui s'intéressent à la cosmologie, astronomie, à la vie extraterrestre, et ces œuvres, ce genre d'œuvres littéraires. Donc chacun est dans sa case, chacun est dans son milieu, et il n'y a pas véritablement d'interaction entre... Pourtant, sur un sujet qui pourrait les réunir. Et c'est ça qui me paraît incroyable et stupéfiant, parce que finalement, à une époque, on parlait énormément des ovnis, on parlait énormément des extraterrestres, et là, maintenant, on n'en parle plus, et on a l'impression vraiment qu'on est enfermé dans un type de spectacle, voilà, dans une histoire. On est quand même enfermé dans une histoire qui est très intéressante, mais bon, elle est exclusive en elle-même. Alors, donc pour répondre à votre question, tout d'abord, il ne vous a pas échappé que je ne suis pas professeur de sociologie et que par ailleurs, j'avais 1 heure pour développer mon propos. Alors, je vous invite très vivement à acheter mon ouvrage puisque vous aurez satisfaction à votre question, au sens où j'évoque très précisément dans l'étude de l'épisode 7 le fait qu'il soit dépendant de son époque.
J'entends par là que le personnage de Kylo Ren, dans la manière dont il est écrit, la manière dont il est présenté dans le film, on a presque l'impression que c'est une sorte de djihadiste, de fondamentaliste, pour la raison suivante: il a tendance à sublimer le passé qui est le sien, un passé qui ne dépend pas de ses parents, mais un passé un peu plus lointain, donc qui dépend de Dark Vador. Il est dans l'opposition à ses parents et ses parents ne parviennent pas à comprendre justement la radicalisation qui est la sienne. Eux, ils sont du côté du bien et lui se décide à être du côté du mal. Donc, je ne peux pas vous laisser dire, mais je comprends bien que vous vous focalisez ici seulement sur ma présentation, que je ne tiens pas compte du fait que les films aient été réalisés à des moments différents. C'est factuellement faux. Concernant la deuxième partie de votre question, eh bien la réponse est très simple. Pourquoi n'y a-t-il pas de lien entre l'ufologie et Star Wars? C'est parce que Star Wars est un space opéra. Et un space opéra, c'est un genre particulier. Cela signifie que l'action se passe bien dans l'espace, mais qu'en réalité, dans ce qui est décrit dans l'histoire, eh bien, on est face à une histoire qui est somme toute de facture relativement classique. La preuve, c'est que ce qui se passe dans l'histoire, les thèmes qui sont développés sont de nature universelle et peuvent parler aussi bien à des personnes appartenant à des cultures différentes qu'à des personnes appartenant à des générations différentes. Donc le procédé de réécriture, le fait que l'on s'adapte effectivement à telle ou telle époque, bien entendu. Dans l'épisode 8, par exemple, il y a, c'est peut-être un des points faibles de cet épisode, il y a un humour que l'on appelle un humour à la Marvel, qui correspond au film actuel de super-héros, qui est un humour que l'on ne trouvait pas, par exemple, dans la trilogie originale et même dans la prélogie. Donc, bien entendu qu'il y a une adaptation aux époques, mais concernant donc la question de l'ufologie, c'est assez logique qu'il n'y ait pas de lien entre l'ufologie et Star Wars, précisément parce que Star Wars n'est pas vraiment un film de science-fiction, contrairement à ce que l'on peut dire parfois, c'est un space opéra. Alors merci beaucoup pour ces questions et pour cet échange. Nous allons nous arrêter là pour ce soir. Merci encore à Nicolas pour cette belle présentation et pour les échanges qui ont suivi. On vous souhaite une très bonne soirée. Merci à vous pour les questions posées, de votre présence ce soir. J'étais très heureux d'être parmi vous et je vous souhaite par avance de bonnes fêtes de fin d'année.